Maman m'a humilié au dîner de fiançailles de ma sœur, devant la mauvaise famille. La mère du marié s'est complètement figée, m'a dévisagé, et a murmuré. 3 mots qui ont vidé le visage de ma mère, de toute sa couleur. Mon père l'a dit, comme s'il commentait la météo. Nous l'avons abandonné. Un petit rire, la serviette toujours sur ses genoux, la fourchette à mi-chemin de son assiette. Comme s'il l'avait dit 100 fois, dans 100 salons différents, et n'avait jamais vu. Ne serait-ce qu'une fois, une pièce plongée dans le silence par la suite. Cette fois-ci, la pièce est devenue silencieuse. J'ai repris ma fourchette. J'ai continué à manger. La côtelette de porc était bonne. Bonne pour une valeur de $40, ce que je savais. Car j'avais vu le menu à prix fixe sur le site web du restaurant. Lorsque Paige avait envoyé les détails du dîner. J'avais passé 3 secondes à décider si j'allais commander cela, ou bien le saumon. Et la côtelette de porc avait gagné, et j'allais la terminer. La femme assise en face de moi, était devenue très immobile. Catherine Ellsworth a un carré argenté, un blazer gris. Une montre Patek Philippe à son poignet gauche. Que j'avais reconnue lors d'une présentation à laquelle j'avais assisté, 18 mois plus tôt. Dans une salle de conférence du 42e étage à Chicago avait posé sa fourchette. Avec une précision presque chirurgicale. Ses yeux étaient fixés sur moi. Pas sur ma mère, pas sur mon père. Sur moi. Et, dans son expression, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu sur le visage d'un inconnu. Depuis très longtemps. L'arithmétique spécifique est privée d'une personne qui fait un calcul. Dont elle connaît déjà la réponse. Elle a pris son verre de vin, a bu une petite gorgée, puis l'a reposé. Julia, a-t-elle dit, d'une voix qui a fait taire 4 autres conversations. Parlez-moi de votre travail de nettoyage. Je l'ai regardé, à travers la nappe blanche, et le pain chaud. Et les 47 personnes qui faisaient soudainement semblant, d'étudier leurs assiettes d'entrée. J'ai posé ma serviette, et je lui ai raconté. Laissez-moi remonter une dizaine d'années en arrière, car rien de tout cela n'a de sens. Si l'on commence par le milieu. Je m'appelle Julia Holloway. J'ai 37 ans. J'ai grandi dans une maison de 4 chambres, dans la banlieue de Columbus, en Ohio. L'aînée de 2 filles, dans une famille où la valeur se mesurait au diplôme. Et où les diplômes se mesuraient, à leur belle apparence, une fois imprimés sur une carte. Mes parents, Diane et Gerald Weston, n'étaient pas des gens cruels. Je veux être précise à ce sujet, car la cruauté implique une intention. Et ce que mes parents m'ont fait, n'a jamais semblé intentionnel. Cela ressemblait plutôt à la météo, comme la façon dont un front froid traverse une pièce. Et que personne n'allume le chauffage. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont oublié que vous étiez là. Ma sœur, Paige, a 4 ans de moins que moi. Elle est directrice marketing, dans une entreprise pharmaceutique de taille moyenne, à Indianapolis. Elle a une maîtrise en communication, un profil LinkedIn très soigné, et un talent inné pour être. Exactement ce que notre mère envisageait, lorsqu'elle imaginait à quoi servaient les filles. Elle et moi ne sommes pas proches. Nous sommes polis l'une envers l'autre. De la même manière que les pays ayant des histoires compliquées. Sont polis lors des sommets internationaux, prudemment, formellement. Avec nos véritables sentiments rangés dans des dossiers, que personne n'ouvre. Je ne suis pas allé au cycle supérieur. Je suis allé à l'Université d'État de l'Ohio pour étudier l'administration des affaires. J'ai obtenu mon diplôme en 3 ans et demi, car je prenais des cours d'été. Et j'ai lancé mon entreprise de nettoyage à l'âge de 24 ans. Dans une fourgonnette Ford Econoline de 1999. Avec un nettoyeur haute pression que j'avais acheté d'occasion sur Craigslist. Pour la somme de $340. Je l'ai nommé Holloway Commercial Service. J'ai gardé mon propre nom pour cela, parce que je savais, même à 24 ans, que je construisais quelque chose, et je voulais que cela me soit rattaché. Ma mère disait à ses amis que je nettoyais des maisons. Elle ne mentait pas, pour être exact. J'ai juste oublié de corriger la partie manquante. La partie manquante était de savoir quelle maison. Et le fait que les maisons étaient depuis longtemps devenues des hôpitaux,
des universités, des complexes de bureaux, ainsi que des palais de justice fédéraux. Sans oublier les 283 personnes sur ma liste de paix, et les opérations réparties dans 14 États. Mais, ce ne sont que des détails. Ma mère a toujours été plutôt le genre de personne à s'intéresser aux gros titres. J'ai failli ne pas venir au dîner. Paige m'avait appelé 6 semaines auparavant, un dimanche après-midi. Sa voix était enjouée et prudente, comme elle le devient lorsqu'elle veut quelque chose. Et qu'elle essaie d'éviter que cela ne ressemble à une demande. Elle et Gareth étaient fiancés. Gareth Ellsworth. Elle l'avait rencontré lors d'une conférence de travail, il y a 14 mois. Elle était très heureuse. Elle adorerait, disait-elle, que je puisse venir au dîner de fiançailles. Le dîner se tenait chez Clemens, dans le centre-ville de Columbus. Une salle privée, 40 invités. Un menu à prix fixe, sur lequel j'avais vu juste $40 pour la côtelette de porc. J'ai dit oui pour une seule raison, ma grand-mère, Ruth. Ruth Weston, âgée de 78 ans, souffrant d'une maladie cardiaque. Qui utilise désormais un fauteuil roulant. Mais qui conduit toujours elle-même pour aller à l'église le dimanche matin. Et qui déclare que c'est un pays libre, lorsque ma mère proteste. Elle est la seule personne, dans ma famille immédiate, qui m'ait jamais posé une vraie question. Le genre de question qui est suivie d'une autre. Le genre qui nécessite d'écouter, au lieu d'attendre simplement son tour pour comparer. Quand j'avais 26 ans, que la fourgonnette est tombée en panne sur l'autoroute IE70. Et que j'ai appelé à la maison depuis une station-service. Parce que je n'avais pas l'argent pour le remorquage, c'est grand-mère Ruth qui a répondu. Et qui a dit, de combien as-tu besoin? Et où est la station-service? Pas de leçon de morale. Aucun détour pour m'expliquer que cela ne serait pas arrivé, avec un vrai travail. Juste les 2 éléments d'information dont elle avait besoin, pour régler le problème. Elle m'a prêté $800, que je lui ai remboursé en 4 mois. Elle n'en a jamais reparlé depuis. Je suis venu au dîner pour grand-mère Ruth. C'est la seule et unique raison. Le premier signe d'alerte, s'est produit au moment où je suis entré. Ma mère faisait déjà ce qu'elle fait lors des réceptions. Se déplaçant dans la pièce selon une orbite bien rodée, en étiquetant les gens. De la même manière que l'on étiquette les bagages, dans un aéroport. Tom, chef des pompiers à la retraite. Sarah, école d'infirmière, première de sa promotion. Marcus et Beverly, ils travaillent dans la finance, elle enseigne à l'université OSU. Elle avait un fait précis pour chacun. Un diplôme à déployer. Une raison pour laquelle vous devriez être impressionné. Elle m'a rejointe, près de la table des apéritifs. Elle m'a regardé pendant une demi-seconde. Puis, elle a regardé au-delà de moi. Oh, voilà Carole, a-t-elle dit, avant de passer à autre chose. J'ai pris une bruschetta, et je me suis dit que c'était très bien ainsi. C'était attendu, même. J'avais une longue habitude de me persuader que le fait que ma mère m'ignore était normal. J'y étais devenu très doué. Quand on pratique quelque chose pendant 37 ans, on finit par développer une véritable technique. Je suis allé retrouver grand-mère Ruth. Qui était stationnée près de la fenêtre dans son fauteuil roulant. Avec un verre de champagne auquel elle n'avait pas droit, et une expression de défi joyeux. Elle a pris mon visage entre ses 2 mains, lorsque je l'ai rejointe. Tu as l'air en forme, a-t-elle dit, ce qui, venant d'elle, a une signification bien particulière. Tu ressembles à toi-même. C'est le plus beau compliment qu'elle puisse faire. Toi aussi. J'ai l'air d'une vieille femme. Qui boit du champagne qu'elle n'est pas censée boire. Ne le dis pas à ta mère. Je me suis assise avec elle, pendant un moment. Elle m'a posé des questions sur l'expansion à Nashville. Je lui en avais parlé à la dernière action de grâce, la seule fête à laquelle j'assiste encore. Car elle y est présente. Elle se souvenait du nom de mon directeur des opérations. Elle a demandé si les contrats avec les universités allaient être renouvelés. Elle a écouté les réponses. J'ai regardé la pièce se remplir. La famille Ellsworth est arrivée en groupe, ce qui aurait dû m'indiquer quelque chose. Gareth, dont j'avais vu des photos,
la trentaine bien entamée, les cheveux bruns. Le sourire facile, le genre d'homme qui cède volontairement sa place dans les transports en commun. Sans en faire toute une histoire. Son père, Robert, est entré comme un homme qui possédait des biens immobiliers. Ce qui s'est avéré être le cas. Développement de propriétés commerciales, entreprise familiale de troisième génération. Basée dans le centre de l'Ohio, et en pleine expansion. Puis, Catherine Ellsworth a franchi la porte. Je l'avais déjà vue auparavant. Elle ne le savait pas encore. Elle s'est déplacée durant l'heure du cocktail. De la même manière qu'un joueur d'échecs avance lors d'une ouverture. De façon délibérée, efficace, en cataloguant tout. Une poignée de main, un contact visuel, au suivant. Elle a parcouru la pièce avec la détermination tranquille d'une personne qui évalue des gens dans des contextes professionnels depuis 30 ans. Et qui a cessé de trouver cela difficile. Puis, elle est arrivée jusqu'à moi. Elle s'est arrêtée. Une demi-seconde, peut-être moins. C'était exactement le temps qu'il faut à une personne très maîtresse d'elle-même. Pour assimiler une chose inattendue, et décider de la marche à suivre. Je l'ai vu clairement, une lueur derrière ses yeux. Pas de la surprise, exactement. La reconnaissance spécifique et intime d'une personne, qui vient de remettre un visage sur un nom. Elle a pris ma main. Elle l'a tenue un instant de plus, qu'elle ne l'avait fait pour les autres. Julia, a-t-elle dit. Quel plaisir de vous voir ici. J'ai gardé une voix égale. Madame Ellsworth, ravie de vous revoir, également. Elle a soutenu mon regard, pendant exactement une seconde de plus. Que ce qu'exigeait la poignée de main. Ensuite, elle est passée devant moi, pour saluer grand-mère Ruth. Je me suis tourné de nouveau vers la fenêtre. Mon verre de champagne était dans ma main, et j'ai réalisé que ma prise s'était resserrée dessus. Sans même que je m'en rende compte. Elle le sait. J'ai rangé cette pensée dans un tiroir de mon esprit, et je suis allé trouver ma place. Nous étions assis à une table ronde, au nombre de 12. Paige et Garrett au centre, mes parents de chaque côté, les Ellsworth en face. Grand-mère Ruth à ma gauche, et moi occupant la chaise entre Ruth, et une chaise vide. Qui s'est avéré être pour Catherine. Ma mère a passé la durée du premier service, à faire ce qu'elle faisait pendant le cocktail. Mais avec un public captif désormais. Elle a fait le tour de la table, à la manière d'un guide qui parcourt un musée. Voici Paige, son diplôme de marquette, ses promotions. La façon dont elle a géré le changement d'image de marque, au printemps dernier. Voici Gérald, 30 ans dans les assurances, un homme de bien. Voici tante Cindy, qui fait du bénévolat à l'hôpital, et dont le fils vient d'être nommé associé. Elle a sauté ma chaise, comme si elle n'existait pas. Pas littéralement. Elle ne l'a pas physiquement sauté. Elle a juste. L'orbite de sa tournée des présentations s'est courbée, avec une immense netteté autour de moi. Comme l'eau contourne une pierre. À un moment donné, elle désignait tante Cindy à ma gauche, et l'instant d'après. Elle se tournait pour décrire quelqu'un de l'autre côté de la table. Et j'avais été effacé du circuit, sans un seul mot. Robert Ellsworth l'a remarqué. Il est le genre d'homme à remarquer ce genre de choses. J'ai reconnu cela en lui. De la même façon que je le reconnais chez un certain type de cadre dirigeant. Ceux qui ont gravi les échelons en le méritant, plutôt qu'en en héritant. Ils observent la pièce d'une manière différente. Il m'a regardé directement. Que faites-vous dans la vie, Julia? Et, avant même que je ne puisse reprendre mon souffle, ma mère a pivoté. Depuis l'autre côté de la table, avec la rapidité bien rodée d'une femme. Qui redoutait exactement cette question? Oh, Julia fait du travail de nettoyage. Un petit geste dédaigneux. Le revers de la main. Celui que j'avais vu une centaine de fois. Celui qui signifie que ce sujet est déjà clos. Chez des particuliers. Vous savez. Elle fait ça depuis l'université. Sous la table, la main de grand-mère Ruth a trouvé la mienne. Je l'ai senti la serrer une fois, de manière ferme et délibérée. Je lui ai rendu sa pression. J'ai regardé Robert Ellsworth, et je lui ai adressé un petit sourire qui disait
Je sais. J'ai déjà vu ça. Tout va bien. Il n'avait pas l'air tout à fait convaincu que tout allait bien. Mais il a laissé tomber pour le moment. J'ai trouvé le téléphone par accident. Pas le téléphone de Paige. Il était posé face vers le bas sur la table, car c'est ainsi que Paige garde son téléphone. Lors des dîners. Une habitude qu'elle a héritée de son père, et un trait de caractère que j'avais toujours considéré comme l'une de ses meilleures qualités. Je ne le cherchais pas. Je ne cherchais rien du tout. Mais, entre les entrées et le plat principal, quelqu'un a déplacé quelque chose sur la table. Une corbeille de pain, un verre d'eau, je ne sais pas, et l'écran du téléphone s'est illuminé. Avec une notification. J'ai des yeux qui fonctionnent. L'aperçu faisait 3 lignes. Le nom d'une discussion de groupe tout en haut, planification du mariage. Et puis, bien visible sans avoir à toucher quoi que ce soit, le message de ma mère. Horodaté de 18h07, 2 heures avant le dîner, quoi que vous fassiez. Ne laissez pas Julia parler de son travail ce soir. Les Ellsworth n'ont pas besoin de savoir que notre famille a une femme de ménage. Juste en dessous, la réponse de Paige, horodaté de 19h14, 1 heure auparavant. C'est déjà géré. Je l'ai présentée comme ma sœur venue d'Indianapolis. Un point c'est tout. Un troisième message plus bas, qui était coupé par l'aperçu. L'écran est devenu noir. J'ai pris mon verre d'eau, je l'ai reposé sans boire. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas Julia parler de son travail. J'ai retourné cette phrase dans mon esprit. Je l'ai examinée, de la même façon que l'on examine une chose que l'on a déjà touchée, mais que l'on voit clairement, pour la toute première fois. La honte spécifique de cette situation, l'architecture précise une femme de ménage. Comme si ce que je faisais, était une chose qui m'était arrivée. Plutôt qu'une chose que j'avais bâtie de mes propres mains. Une femme de ménage, j'ai pensé à mon directeur des opérations, Darnell Rivera. Qui possède une ceinture noire Six Sigma. Et qui dirige notre division des contrats hospitaliers avec une précision pour laquelle je n'ai jamais cessé d'être reconnaissante. J'ai pensé à notre directrice de la conformité, Priya Mehta, qui nous est venue de l'administration des soins de santé, et qui a reconstruit de zéro nos protocoles OSHA, en 2021. J'ai pensé à l'expansion de Nashville, aux 14 États, au contrat de 8 millions de dollars que j'avais remporté 18 mois plus tôt. En entrant dans une salle de conférence où je n'étais jamais allé. Et en faisant une présentation de 45 minutes, devant une table de 12 personnes. Qui n'avaient jamais entendu parler de moi. Une femme de ménage. J'ai reposé mon verre d'eau, sans faire le moindre bruit. J'ai croisé les mains sur mes genoux, j'ai regardé le plat principal arriver. Et je n'ai pas adressé un seul mot à qui que ce soit, pendant environ 7 minutes. Ensuite, ma mère s'est levée. Le discours qu'elle a prononcé était très bien peaufiné. Je lui accorde au moins cela. Elle a tapoté son couteau contre son verre de vin. Avec l'assurance d'une personne qui a porté de nombreux toasts, dans de nombreuses salles. Et la table s'est tue autour d'elle, et elle a souri. Ce sourire qu'elle arbore, lorsqu'un public est rassemblé. Et elle a parlé de Paige. 2 minutes entières au sujet de Paige. Son diplôme, ses promotions, sa grâce sous la pression. Ce qui était une expression spécifique que ma mère utilisait. Avec le rythme bien rodé d'une personne, qui l'a longuement répété. Sa gentillesse, illustrée par une histoire où Paige apportait de la soupe à un voisin. Pendant une tempête de neige, il y a de cela 6 ans. Son avenir, illustré par une description de Garrett. Qui tenait moins d'une description de Garrett lui-même, que d'une liste de raisons. Pour lesquelles Garrett était un choix tout à fait approprié. Elle n'a pas prononcé mon nom, une seule fois. Grand-mère Ruth, assise à ma gauche, regardait son assiette, avec cette expression qu'elle prend. Lorsqu'elle a décidé de ne pas dire ce qu'elle pense. Robert Ellsworth s'est penché en avant. Et votre fille aînée? Il a regardé ma mère, puis il m'a regardé. Julia est là elle aussi, n'est-ce pas? La pause qui a suivi a duré environ 3 secondes. Ce qui est beaucoup plus long que cela n'y paraît.
J'ai regardé ma mère cligner des yeux. Retrouver ses appuis. Retrouver son sourire. Celui qui se remet en marche, comme un générateur qui s'enclenche, après une coupure de courant. Voici notre autre fille. Elle s'est tournée vers moi, de la même manière que l'on se tourne. Vers un meuble que l'on montre à un agent immobilier. Elle nettoie des maisons pour gagner sa vie. Gérald, depuis sa chaise, sans y être invité. Et avec le petit rire d'un homme qui croit dire une chose tout à fait banale. Nous l'avons abandonné. Personne ne s'est joint à son rire. 3 secondes de silence. De l'autre côté de la table, Catherine Ellsworth a lentement posé sa fourchette. À la manière dont un chirurgien dépose un instrument, avec une intention précise. Elle m'a regardé. Julia, a-t-elle dit. Parlez-moi de votre travail de nettoyage. Ma mère a réagi rapidement. Oh, ce n'est rien de bien sophistiqué. Elle va chez les gens, elle frotte. J'aimerais entendre ce que Julia a à dire. Cette phrase a atterri sur la table, comme un morceau de cristal lâché sur du marbre. Précise, nette, et sans équivoque. La bouche de ma mère s'est refermée. Catherine Ellsworth a gardé les yeux fixés sur moi, avec une attente inébranlable. Petite pause. Si vous souhaitez d'autres histoires comme celle-ci, en meilleure qualité. Le lien vers mon compte Spotify se trouve dans la description. J'ai posé ma serviette. Voici ce qu'il en est, lorsque l'on est sous-estimé pendant très longtemps. On finit par développer une économie de mots toute particulière. On apprend à dire la quantité exacte de choses nécessaires, et rien de plus. On ne joue pas un rôle. On n'embellit rien. On ne donne pas aux gens la satisfaction d'une grande révélation, car on a appris que les révélations faites devant un public ont tendance à rester dans les mémoires comme étant l'histoire du public, et non la vôtre. J'ai donné cette présentation spécifique dans des salles de conseil d'administration, dans des salles de conférences d'hôtel, ainsi qu'autour d'un mauvais café, dans des salons d'aéroport. Le lieu change. Les mots, eux, restent les mêmes. Je possède une entreprise de nettoyage commercial. Nous desservons des immeubles de bureaux, des hôpitaux, ainsi que des universités. Le sourire de ma mère s'est pincé. Elle fait en sorte que ça paraisse si. Dans combien d'états, a demandé Catherine, en continuant de ne regarder que moi. 14. La fourchette de mon père a cliqueté contre son assiette. Sa main avait tressailli. Un petit mouvement, tout à fait involontaire. Le genre de réaction physique, qu'il est impossible de réprimer par l'entraînement. Combien d'employés? 283, depuis le mois dernier. La tête de pêche s'est tournée vers moi, avec une grande lenteur. À la manière dont une personne se retourne, lorsqu'elle réalise que le bâtiment, situé de l'autre côté de la rue par rapport à celui où elle se trouve, a silencieusement pris feu. La main de Catherine s'est dirigée vers son sac à main. Le mouvement était sans hâte. Elle avait déjà fait cela auparavant. Elle savait exactement où se trouvait la carte. Elle l'a sortie et l'a posée sur la nappe blanche, face vers le haut, au centre de la table. Directement devant ma mère. Un papier cartonné bleu marine, une police d'écriture claire et sans empattement. Un slogan que j'avais passé 2 jours à tester à voix haute dans ma voiture, avant de le choisir. Holloway Commercial Service. L'excellence dans les moindres détails. Ma mère l'a ramassé. Ses yeux l'ont parcouru. J'ai regardé la compréhension s'installer sur son visage, par étapes successives. De la même manière qu'une chanson met un moment à être identifiée. Lorsque l'on l'entend hors de son contexte. Le nom tout d'abord, puis le slogan, puis une sorte de calcul privé que je ne pouvais pas voir. Mais que je pouvais déchiffrer, à la façon dont son cou s'est raidi. Attends. Sa voix est sortie, beaucoup plus faible que d'habitude. C'est toi. L'expression de Catherine n'a pas changé. Je crois que vous connaissez déjà la réponse à cette question. Puis, elle s'est adressée à la table. Pas d'une voix forte, ni de manière théâtrale. De la façon dont une personne, habituée à ce que les salles l'écoutent, parle tout simplement. Lorsqu'elle veut que l'assemblée l'écoute.
Mon entreprise, le Ellsworth Property Group, a signé un contrat annuel de 3,8 millions de dollars, avec Holloway Commercial Services, il y a 18 mois. 47 bâtiments, répartis dans 4 États. Une brève pause. Julia a présenté la proposition elle-même. Elle s'est assise à la table de ma salle de conférence. Elle a répondu à toutes les questions que nous avions pendant 45 minutes. Y compris 3 d'entre elles, qui avaient été conçues pour être difficiles. Elle a regardé ma mère. Je dois dire qu'elle y a répondu bien mieux que certains fournisseurs. Qui étaient dans le métier depuis 30 ans. La couleur a quitté le visage de ma mère. Commençant par ses joues, passant à ses lèvres, pour ensuite atteindre ses mains. Je pouvais les voir à la base de son verre de vin. Avec les jointures qui devenaient toutes blanches. La main de mon père n'avait pas bougé, de l'endroit où elle s'était figée. Paige fixait la nappe. Grand-mère Ruth regardait sa fille, regardait Diane. Avec une expression que j'avais passé 37 ans à essayer de nommer, sans jamais vraiment y parvenir. Je pouvais la nommer à présent, dans cette pièce, avec une clarté qui semblait presque physique. C'était de la patience. La patience spécifique et bien ancrée d'une femme, qui connaît un mensonge depuis très longtemps. Et qui a attendu, sans aucune précipitation, que le mensonge s'épuise de lui-même. Dans une pièce remplie de gens. Le silence a duré suffisamment longtemps, pour qu'un serveur apparaisse sur le seuil de la pièce. Lise quelque chose de tendu dans l'air, puis se retire. Ma mère a parlé la première, car c'est toujours ce qu'elle fait. Eh bien. Un petit rire de récupération, le genre de rire conçu pour recadrer l'ambiance. Je ne me tiens pas au courant de tous les détails de ces affaires. On ne peut pas attendre cela. D'une mère. Diane. C'était Robert Ellsworth. Sa voix n'était pas méchante. Mais c'était la voix d'un homme qui a l'habitude d'interrompre une conversation. Au moment exact où il est nécessaire de l'arrêter. Je pense que la pièce pourrait bénéficier d'une petite minute de silence. Ma mère a fermé la bouche. Robert m'a regardé. Quelque chose, dans son expression, n'était pas de l'ordre des excuses. C'était plus que cela. L'expression d'un homme qui a évalué les autres pendant longtemps. Et qui est en train de réajuster l'une de ses évaluations, juste là, en temps réel. Nous avons d'ailleurs examiné vos contrats dans l'Illinois, a-t-il déclaré. L'un de nos chefs de projet m'a envoyé votre rapport de conformité. Au trimestre dernier. Je n'avais pas fait le lien avec le nom, jusqu'à cet instant. Je me souviens de cette demande de renseignement, ai-je répondu. Nous n'en avions pas la capacité, à ce moment-là. Nous l'aurons peut-être maintenant, il a hoché la tête lentement. Comme quelqu'un qui prend une note mentale. Garrett, qui était resté silencieux pendant presque toute la durée de cet échange. Avec le silence prudent d'un homme qui vient de comprendre que son dîner de fiançailles a pris une tournure qu'il n'avait pas anticipée. S'est penché et a posé sa main sur celle de Paige. Un petit geste, pour la stabiliser. Pour elle, je pense, et non pour rassurer la pièce. Paige a levé les yeux vers moi, pour la première fois de toute la soirée. Et ce qu'il y avait sur son visage, n'était pas ce à quoi je m'étais attendu. Je m'étais attendu à une certaine version de la performance que ma mère utilise. La récupération rapide, la redirection sociale, le virage vers la gaieté. Ce qui se trouvait réellement sur le visage de Paige, était une chose brute. Et beaucoup moins contrôlée. Cela ressemblait, si je devais le nommer en un seul mot, à de la honte. Pas une honte jouée pour la galerie. Pas la honte d'avoir été prise sur le fait. Le véritable genre de honte. Celle qui s'installe lourdement, au fond de votre poitrine. Le dîner ne s'est pas remis sur les rails, de la manière dont les dîners sont censés s'en remettre. Les gens ont terminé leurs assiettes. Les serveurs sont revenus. Le vin a été versé. Un cousin de Garrett a raconté une histoire. À propos d'une randonnée qui a duré beaucoup trop longtemps, et que personne n'a vraiment écouté. Les bruits ambiants d'une réception ont repris. L'argenterie, les murmures, le rire occasionnel. Mais, c'étaient les bruits d'une réception qui faisait acte de présence. Et qui accomplissait simplement les gestes. Pas ceux d'une fête,
qui avait retrouvé son équilibre. Ma mère a tenté un repositionnement, pendant le dessert. Elle a trouvé une histoire sur mon enfance, une histoire flatteuse. Ce qui était tout à fait inhabituel, sur la façon dont j'avais toujours eu l'esprit d'entreprise. Comment j'avais tenu un stand de limonade à l'âge de 7 ans, et comment elle avait toujours su que je ferais quelque chose de ce genre. Elle l'a raconté à demi-voix. En s'adressant principalement à tante Cindy et à une cousine nommée Bette, le genre de petit public avec lequel on peut reconstruire un récit, sans avoir besoin de faire une rétractation formelle. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai rien dit à propos de cette histoire de stand de limonade, qui, je le souligne, n'avait jamais été racontée par elle avant ce soir, et qui contenait un détail affirmant que le stand avait rapporté $30 en une après-midi. Un détail dont je suis presque certaine, qu'il a été embelli. Mais j'ai laissé couler. Certaines corrections n'en valent tout simplement pas la peine. Robert Ellsworth s'est attardé, alors que les gens commençaient à partir. Il m'a rattrapé près du vestiaire, alors que j'attendais ma veste, mon sac sur l'épaule. Et le fauteuil roulant de grand-mère Ruth garé à côté de moi. Pendant qu'elle récupérait quelque chose, dans son sac à main. Il m'a tendu la main, et je l'ai serrée. La demande concernant l'Illinois, a-t-il dit. J'aimerais planifier un appel. Une véritable conversation. Sans aucun chef de projet au milieu. Je demanderai à mon assistante de vous contacter, ai-je répondu. Quel est votre échéancier? Au premier trimestre, si nous le pouvons. Nous pouvons faire en sorte que le premier trimestre fonctionne. Il a hoché la tête. Ses yeux se sont brièvement posés sur l'endroit où ma mère se tenait, de l'autre côté du hall. En train de récupérer son manteau, le dos tourné vers nous, puis ils sont revenus vers moi. C'était un plaisir de vous rencontrer, Julia. Pour moi aussi, Robert. Il s'est éloigné. Je me suis retourné, vers grand-mère Ruth. Elle me regardait, avec ses mains croisées sur ses genoux, et cette expression qu'elle arbore. Lorsqu'elle choisit ses mots avec soin, ce qui, avec Ruth, signifie qu'elle a décidé que ses mots doivent être justes, plutôt que rapides. Savais-tu qu'elle serait là, a-t-elle demandé. Elle parlait de Catherine. Non, ai-je dit. Le nom de famille de Garrett et Ellsworth. J'ai fait mes recherches. L'entreprise immobilière. Je le savais. Mais je n'avais pas fait le lien avec Catherine. Jusqu'à ce que je la voie franchir la porte. Ruth est restée silencieuse pendant un moment. Que as-tu ressenti, lorsque tu t'es assise à côté d'elle? J'y ai réfléchi honnêtement, de la manière dont elle exige que je le fasse. Du calme, ai-je répondu. Principalement du calme. Et puis, quand maman a commencé à parler, j'ai tout simplement décidé que j'allais laisser les choses se dérouler. La bouche de Ruth s'est courbée, dans un coin. Ce n'était pas un sourire complet. Cette expression spécifique qu'elle utilise. Lorsque quelqu'un vient de confirmer une chose qu'elle savait déjà. Ton grand-père avait l'habitude de dire cela, a-t-elle déclaré. Il disait, la vérité est paresseuse. Elle n'a pas besoin de ton aide. Laisse-la simplement dans un endroit visible, et elle trouvera son propre moment. Je l'ai regardé pendant un instant. Je sais que tu le savais, ai-je dit. À propos du travail, à propos de l'ampleur de ce que je possédais. Je sais que tu savais. Et que tu ne leur as jamais rien dit. Ce n'était pas à moi de raconter cette histoire, a-t-elle dit tout simplement. L'employé du vestiaire est arrivé avec ma veste. J'ai aidé Ruth à mettre la sienne, et je l'ai ajustée autour de ses épaules. Le hall se vidait peu à peu, les invités filtrant par la porte à tambour. Pour se retrouver dans le froid, cette dispersion si particulière de fin de soirée. Propre à une fête qui a fait son temps. Paige m'a trouvé près de la porte. Elle s'est approchée de mon côté gauche, de manière si silencieuse. Que je ne l'ai pas entendue avant qu'elle ne soit juste à côté de moi. Elle tenait son manteau serré contre sa poitrine, au lieu de le porter. Ses yeux étaient rouges au coin. Elle ne pleurait pas, mais elle n'en était pas loin. Julia. J'ai vu les textos, ai-je dit. Je l'ai dit doucement, sans colère particulière.
La discussion de groupe. Ton téléphone s'est allumé sur la table. Elle s'est figée. Je ne vais pas avoir cette conversation ce soir, ai-je continué. Mais je veux que tu saches que je les ai vus. Donc, quelle que soit la version de cette soirée que tu t'apprêtes à construire dans ta tête. Sache simplement que je les ai vus. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. J'ai enfilé mon manteau. Je me suis penché, et j'ai embrassé grand-mère Ruth sur la joue. À jeudi, ai-je dit. À jeudi, a-t-elle confirmé. Apporte le bon café, pas ce truc de la station-service. Je ne t'apporte jamais de café de station-service. Tu m'as apporté un truc d'une station-service, une fois. En 2019. C'était un Starbucks, qui se trouvait à l'intérieur d'une station-service. C'est très différent. Ça avait le goût d'une station-service. J'ai souri. Je me suis redressé. J'ai franchi la porte à tambour, pour affronter le froid de février. Et je suis resté debout sur le trottoir pendant un instant, enveloppé par ce genre de quiétude. Qui survient lorsqu'un fardeau, que l'on porte depuis très longtemps, se dépose de lui-même. 6 semaines plus tard, le Ellsworth Property Group a signé une lettre d'intention. Avec Holloway Commercial Service. 11 bâtiments dans l'agglomération de Chicago. Avec une option pour s'étendre à leur portefeuille de l'Ohio et du Michigan. D'ici le 3e trimestre. Mon directeur financier, un homme méthodique nommé Conrad Phelps, expert comptable. Comptant 22 années d'expérience en finance d'entreprise, a qualifié ce document de la lettre d'intention la plus propre qu'il ait vue, depuis 2 ans. La valeur annuelle du contrat était projetée à 1 million de dollars. Avec l'option d'ajouter 9 cents, 000 dollars supplémentaires, si elle était exercée. Je n'étais pas présente lors de la signature. J'avais une revue opérationnelle à Nashville ce jour-là. Et c'est Darnell qui a géré la réunion à Chicago. En compagnie de notre vice-présidente du développement commercial, Keisha Torres. 8 ans d'expérience dans les services commerciaux. Ancienne directrice régionale chez un concurrent d'envergure nationale. Qui est parti lorsque nous lui avons fait une offre. Qu'elle a qualifié de « la décision la plus facile » qu'elle ait jamais eu à prendre. Ils m'ont envoyé une photo juste après. Keisha y tient le dossier signé. Darnell y affiche un grand sourire. Le contact d'Ellsworth à Chicago est un directeur de projet nommé Marcus Webb. Qui est en train de serrer la main de Keisha. J'ai enregistré cette photo dans un dossier, sur mon téléphone. Que je réserve pour les choses dont je souhaite me souvenir. Ce n'est pas un très gros dossier. Je suis plutôt sélective. Ma mère m'a appelé, 3 jours après le dîner. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Son message durait 4 minutes, ce que je sais, parce que j'ai regardé le compteur tourner. Pendant que je décidais si j'allais l'écouter ou non. Je l'ai supprimé à 3 minutes et 47 secondes, pas par colère, mais simplement parce que je savais. Avec une certitude qui tenait davantage de l'arithmétique que de l'émotion. Que je savais déjà ce qu'il contenait, et que rien de tout cela n'était nouveau. Mon père n'a pas appelé. Paige m'a envoyé un seul texto, 2 semaines après le dîner. C'était un long message, plus long que ce qu'elle envoie habituellement. Et bien plus long que la communication prudente et très sommaire. Que nous échangeons en temps normal. Elle a parlé de la discussion de groupe. Elle s'est excusée. Elle a dit des choses, qu'elle a affirmé qu'elle aurait dû dire il y a des années. Et peut-être qu'elle aurait dû le faire, en effet. Et, peut-être qu'un jour, je serai prête à les entendre. Je l'ai lu 3 fois. Je n'y ai pas encore répondu. Je ne suis pas sûr de ce que je veux dire. J'y travaille en ce moment. Grand-mère Ruth est venue à mon bureau en mars. Je ne le lui avais pas suggéré. Elle m'a appelé un mardi, et m'a dit qu'elle voulait voir l'endroit où je travaillais. Et j'ai dit oui, et je lui ai envoyé une voiture. Car la situation du stationnement près de notre immeuble est un véritable problème. Elle est arrivée dans son fauteuil roulant à 10 heures, et je lui ai fait faire la visite moi-même. L'étage des opérations, la suite de gestion des contrats, le centre de formation. Où nous animions une session de certification en sécurité ce matin-là.
12 nouvelles recrues, et une formatrice nommée Esperanza, qui leur expliquait les normes OSHA. Avec une patience et une clarté que j'observe, et que j'admire depuis maintenant 3 ans. Ruth est restée assise dans l'embrasure de la porte de la salle de formation. Pendant environ 5 minutes, à observer. Puis, elle m'a suivi jusqu'à mon bureau. Un bureau d'angle, au 3e étage, avec de grandes fenêtres, l'horizon de Columbus, bas et gris. Et qui était indéniablement le mien. Et je lui ai préparé un café avec la machine, située près de la crédence, le bon café. Et pas celui de la station-service. Elle s'est assise, avec sa tasse entre ses 2 mains, et a regardé autour de la pièce. La photo encadrée de l'équipe de Nashville. Le tableau blanc que j'utilise encore. Couvert de ces gribouillages en pâte de mouche que Conrad qualifie d'illisible, et que moi j'appelle un système. Le petit plateau sur mon bureau, où je garde les choses qui ont de l'importance. Un stylo usé, datant de l'université. Un trombone, que grand-mère Ruth avait un jour plié en forme d'étoile lorsque j'avais 7 ans. Ce qu'elle nie farouchement, mais que j'ai conservé pendant 30 ans. Elle a regardé le trombone. Elle m'a regardé. Tu sais ce que ta mère m'a dit, après le dîner de ce soir-là, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête de gauche à droite. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée, que cela était devenu si énorme. Elle a fait une pause. C'est ainsi qu'elle a formulé la chose. Devenu. Comme si c'était une chose. Qui t'était simplement tombé dessus. Je n'ai rien dit du tout. Cela ne t'est pas simplement tombé dessus, a déclaré Ruth. Tu l'as construit, de tes propres mains. J'ai regardé par la fenêtre, vers la ligne d'horizon. Je sais, ai-je répondu. Je sais. Tu le sais. Elle a pris une petite gorgée de son café. Je voulais juste le dire à voix haute, dans cette pièce.